Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine sur Radio Fréquence Atlantique avec ses fréquences et longueurs d'onde 88.3, 105.9, 93.6. On peut suivre les émissions également sur RFA Radio.fr et on les retrouve sur Facebook et sur YouTube. Donc, comme chaque semaine, nous allons commenter un fait d'actualité, un fait international, un fait d'actualité internationale, et puis faire une partie de déconstruction. Alors, cette semaine, nous allons nous arrêter sur la situation politique et sociale de notre pays, en Martinique, puisqu'il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux. Ensuite, nous allons parler du cessez-le-feu à Gaza et en termes de déconstruction, nous allons réfléchir sur les dangers de la révolution numérique. Alors, on va commencer avec la situation politique et sociale de notre pays. Dimanche dernier, nous vous avions annoncé que devait se tenir une audience au tribunal administratif concernant les 6 travailleurs de la santé que le CHU veut licencier, et nous ajoutons arbitrairement. Et une première séance avait été faite et le renvoi a été demandé pour donc, cette journée du 17. Une mobilisation d'une soixantaine de personnes était venue soutenir les 6 travailleurs de la santé, et l'audience s'est déroulée assez rapidement en présence de 3 avocats, M. Germani, Maître Omer et Maître Constant, Raphaël Constant. Voilà. Et ce qu'il en est sorti, c'est que le représentant de l'État a appuyé la position du CHU en disant que voilà, ces gens-là avaient fait un droit de retrait. On leur a dit de reprendre au travail, ils n'ont pas obéi, donc on a le droit de les licencier. Sauf que les avocats ont clairement indiqué, et ce qui est incontestable, que quand il y a un droit de retrait qui est posé, ben, l'instance patronale, ou là, dans ce cas, le CHU doit suivre une procédure, convoquer un certain nombre de réunions avec un certain nombre de personnes. Cela n'a pas été fait. Donc, il n'a pas respecté, cette instance n'a pas respecté la loi et ne peut pas, par conséquent, prendre un prétexte du non-retour au travail pour licencier ces personnes. La réponse du tribunal sera prononcée d'ici à une quinzaine de jours. Pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que c'est l'occasion que nous fassions un point sur la question du secteur de la santé. Mais avant d'aborder ce point-là, je veux dire qu'il y a d'autres mouvements sociaux qui sont assez révélateurs de la situation de notre pays. Alors d'abord, des employés de la morgue qui font grève pour dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des mois qu'il y a des cadavres qui ne sont pas respectés, des corps, des morts qui ne sont pas respectés, qu'il n'y a pas les conditions pour la réfrigération des corps, il y a une odeur pestilentielle, on ne peut pas protéger ces morts-là puisqu'il y a libre accès, comme disait un syndicaliste, n'importe qui peut rentrer là, prendre un cadavre et repartir sans que personne ne le voie. Donc, il y a ces travailleurs-là qui montrent l'indigence de l'État en matière de respect de la dignité humaine, y compris même après la mort. Il y a eu également un mouvement des surveillants de prison qui montrait qu'ils étaient un sous-effectif, qui ne pouvaient pas gérer les missions qui étaient les leurs, et que là encore, on se moquait totalement
de la souffrance des gens et des nécessités même d'avoir un respect des conditions de détention. Donc, on voit que ces ministres-là qui parlent de rigueur de la loi, de respect de la loi, etc., et qui criminalisent tous les syndicats, sont dans un gouvernement qui continue à ne pas respecter les droits humains. Et c'est ce que montrent ces mouvements sociaux, et révélant que la situation est beaucoup plus grave dans la colonie martiniquaise qu'en France, où les syndicats posent les mêmes problèmes. Et on faisait des comparatifs des ratios de personnes affectées, etc., qui montrent qu'il y a vraiment un mépris de la population. Je rappelle pour dire que c'est l'ensemble des corps professionnels qui sont en souffrance et que tous les droits qui ne sont pas respectés. Je reviens donc à la question de la santé pour dire que à l'occasion du procès qui s'est fait devant le tribunal administratif, le secrétaire général de l'UGTN Santé, Serge Haribo, a dépeint un tableau pour montrer précisément les difficultés que nous connaissons, que nous vivons, des gens qui sont sous les brancards dans les travées de l'hôpital. Je ne reste pas plus longtemps, nous connaissons cette situation. Et ce qui nous amène à dire que la situation de notre pays se dégrade dans tous les domaines, santé, éducation, rapports sociaux avec les violences conséquentes, bref, de tous les domaines sans exception. Circulation de la drogue, des armes à feu, avec les violences que nous connaissons, etc. Il n'y a pas un secteur où les choses peuvent, qu'on puisse dire que les choses aillent bien. Je ne parle même pas des interventions qui ont été faites par les chefs d'entreprise cette semaine-là concernant la débâcle des entreprises qui ne peuvent plus, les fermetures, les endettements, etc. Comment doit-on réagir dans une situation? Je pose cette question. Parce qu'il y a eu un débat qui a agité la population quand les mouvements pour protester contre la vie chère ont éclaté. Il y a eu un débat qui disait c'est la vie chère le problème principal. Donc, il nous faut lutter sur la vie chère et puis après, on verra le reste. Est-ce que là, nous pouvons croire vraiment qu'il y a une classification à faire, un ordre de priorité entre le prix de la vie et puis la santé? Le fait que les gens ne soient pas soignés, le fait que l'économie même est désorganisée. Supposons que les prix baissent de 8%, comme ils essaient de le proclamer ces jours-ci. Même si ces prix-là ont baissé, si vous n'avez pas d'argent pour vous soigner, si vous ne pouvez pas sortir de votre lit d'hôpital, de votre chambre, vous ne pouvez pas payer le transport pour aller quelque part, même acheter des produits à prix bas, ça ne tient pas debout. J'insiste sur ce point-là pour dire qu'il ne s'agit absolument pas de nier la nécessité du combat contre la vie chère. Il ne s'agit pas de nier l'importance de dénoncer les crimes d'exploitation, de profitation. Mais il y a différentes formes pour ce combat-là contre la vie chère. Par exemple, le 23 qui arrive, il y aura le procès contre les entreprises du groupe de Bernard Ayotte, GBH, oui, pour montrer la manipulation des coûts. Il y a des différentes formes de lutte. Mais de toute façon, il y a des fronts de lutte différents et aussi importants les uns que les autres. Et que la division qui consiste à dire, si ce n'est pas sur ce front-là que je suis, et je suis un contre-révolutionnaire, je ne soutiens pas les formes de lutte, c'est une mauvaise argumentation parce que à ce moment-là, les 8
les 6 personnels de santé qui sont menacés de perdre leur travail, hein, et qui étaient soutenus par une 60aine de personnes, serait un droit de dire, ben, vous êtes contre le peuple martiniquais parce que les gens meurent et vous ne venez pas dans cette manifestation. Ce sont des faux débats qui entraînent la division. Comprenons bien que notre situation est globalement négative et qu'on doit lutter sur tous les fronts de lutte. Chacun est engagé sur un front de lutte, qu'on respecte les différents fronts de lutte en développant la solidarité. Si on peut aller donner un ballon par là, on y va. Si on ne peut pas, on ne doit pas avoir de reproche. J'insistais sur cela parce qu'on a entendu ce genre de critique. Je veux rappeler, pour finir avec ce point sur la situation du pays, c'est que les procès, les persécutions judiciaires continuent, puisque le 21, les dirigeants du BRAC seront de nouveau devant les tribunaux et pour une prétendue violation du domicile de monsieur le préfet. Et donc, comme nous le disons, il faut soutenir toutes les luttes, il faut lutter contre tous les actes de répression policière et judiciaire venant de l'État français, et dans la mesure où on peut y aller, il faut y aller. Voilà donc ce que je voulais dire rapidement sur la situation politique et sociale de notre pays. Je vais maintenant parler du cessez-le-feu à Gaza. Alors, beaucoup de gens ont exprimé leur satisfaction pour voir que, enfin, après des mois et des mois de bombardements sans interruption, de génocide scélérat de l'occupation des forces d'occupation israéliennes dans les territoires de Gaza, eh bien, on annonce un cessez-le-feu qui commence donc le dimanche à partir de 7h30. Jusqu'au dimanche à 7h30, Israël continuait à bombarder. C'est pour montrer l'intention de ces criminels-là. Vous avez négocié un cessez-le-feu, vous l'avez signé, il doit commencer à 7h30 et puis vous profitez pour accélérer les bombardements. Ça montre que ces gens-là ne sont pas pour la paix et que leur but n'est pas d'arrêter la guerre. Le cessez-le-feu, et tout le monde le reconnaît, a été imposé. Il a été imposé par des pressions venant de l'intérieur, parce que les familles des otages manifestent devant le domicile de Netanyahou, devant les institutions, tous les samedis, pour dire que le gouvernement empêche la libération, il ne veut pas le cessez-le-feu. Il y a donc cette pression-là. Il y a le rejet de la guerre au sein de l'armée israélienne. Qui d'entre vous a entendu sur un média officiel occidental dire qu'il y a 200 soldats qui étaient à Gaza qui ont refusé de retourner et qui ont dénoncé la barbarie de cette occupation? Qui a dit ça? Est-ce que les autres médias, BFM TV, France 24, ne sont pas au courant de cela? Pourquoi ils n'ont pas dit? J'insiste sur le fait qu'il y a une pression intérieure des gens même en Israël, des gens en Israël qui voient que des missiles venant du Yémen atterrissent chez eux, alors qu'il y avait un dôme de fer qui les protégeait, et qu'on a tué des 46 000 Palestiniens, soi-disant, pour assurer leur sécurité. Donc, il y a cette pression venant d'intérieur. Et puis, il y a la pression venant des États-Unis. Pourquoi les États-Unis font pression sur Israël pour dire, bon, signez le cessez-le-feu? Trump a 2 raisons de le faire. La première raison, c'est qu'il prétend le bonhomme avoir le prix Nobel de la paix et il faut qu'il fasse signer un accord de cessez-le-feu pour dire, voilà, j'ai abouti. Donc, il a dit au gars, oui, c'est vrai. Signez ça, il faut que vous signiez autrement. L'accord qui a été signé, c'est le même qui avait été négocié au mois de mai dernier. Donc, il y a une pression pour signer pour que M. Trump ait le prix Nobel de la paix. Mais une raison plus fondamentale, Trump, il a besoin du prix Nobel. Mais
il y a une raison plus fondamentale, c'est que les États-Unis, en accord avec l'armée d'occupation israélienne, visitent leur stratégie dans la région. Pourquoi Netanyahou a accepté de signer le cessez-le-feu, quitte à perdre des ministres d'extrême droite? C'est parce qu'ils ont fait une analyse. Il y a eu des représentants états-uniens qui sont venus chez lui. Il y a eu des contacts directs pour dire, voilà. Et l'analyse que je fais, ça vient de la Reuters. Nous avons pu paralyser le Liban. On a affaibli le Hezbollah. Nous avons récupéré la Syrie. Nous avons récupéré la Syrie en chassant quelqu'un qui était opposé à notre politique. Et nous avons installé des terroristes intégristes au pouvoir, parce que c'est ça qu'ils sont, les gens qui sont au gouvernement. Même si tous les médias occidentaux disent, oui, il a dit qu'il va respecter les droits de l'homme, etc. C'est de la démagogie. Ces gens-là ne sont pas devenus démocrates, même si pour régulariser leur situation au niveau international, ils font des concessions dans le verbe ou certaines déclarations de principe. Dans la réalité, ils introduisent que l'islam, c'est le fondement du nouvel État. Ils interdisent que les femmes restent à l'heure. Je vous signale que le dirigeant actuel a refusé de serrer la main de la représentante des affaires étrangères d'Allemagne. C'était une femme, il ne pouvait pas accepter ça. Donc, ce n'est pas sérieux de dire nous allons voir des gens qui sont des terroristes, des intégristes, parce qu'ils nous promettent qu'ils vont respecter la liberté. Et déjà, on établit des relations diplomatiques, on leur donne de l'argent, on fait des plans de reconstruction avec eux. Donc, je reviens sur la question de la Syrie. L'autre élément de pression dont je parlais, c'était les États-Unis qui ont convaincu Israël que la situation devait permettre de changer de stratégie militaire. On a affaibli le Hamas, on a affaibli le Hezbollah, on a repris la main sur la Syrie. Alors maintenant, nous pouvons préparer la guerre contre l'Iran. Ce qui se prépare là, c'est la guerre contre l'Iran. Et les États-Unis ont besoin de restructurer avec Israël la stratégie militaire pour pouvoir commencer la guerre à l'Iran. C'est la nouvelle étape qui s'annonce là. Alors, évidemment, ça c'est leur plan eux, qui ignorent que les choses n'obéissent pas à leur seule stratégie. Pour revenir à Gaza, 46 000 morts, massacre de toute une population, destruction de tout un pays. Mais il y avait 2 millions de Gazaouis. Vous imaginez que sur ces 2 millions-là, il y a au moins 600 000 qui ont encore plus de haine contre l'État d'occupation d'Israël et contre les Occidentaux qui soutirent l'État d'Israël. Et parmi ces 600 000-là, vous ne pensez pas qu'il y aura une résurgence sur la lutte armée? C'est ne pas connaître l'homme et les peuples. D'autant plus qu'on a parlé de la déstabilisation qui mine Israël au fur et à mesure. Donc, il y a cet aspect-là et il faut surtout retenir que les rapports de force globaux au niveau international sont en train de changer. L'agression contre la Russie via l'Ukraine, qui était programmée, qui a commencé par l'OTAN, est en train de montrer ses limites. Les bases françaises en Afrique sont chassées. Ça veut dire que même si ils envisagent la guerre contre l'Iran, le rapport de force ne sera pas aussi favorable qu'ils le croient. Il y aura des résistances armées, il y aura des déstabilisations internes qui vont se développer. Alors, tout cela pour dire que le rapport de force actuellement est en train de changer. Une chose est sûre, c'est qu'on va avoir un conflit mondial généralisé.
On est sûr de ça. Et il faut en tirer les conclusions à tous les niveaux, y compris pour nous en Martinique. La Martinique, c'est le bastion de l'impérialisme français dans la région. Nous ne cessons de rappeler que la Martinique a joué un rôle de relais au moment de la guerre des Malouines, au moment de l'invasion de Grenade. Donc, nous sommes concernés. Parce que qui dit guerre mondiale dit pénurie, dit paralysie du commerce international pour un pays qui importe 80% de ses besoins. Donc, le fait que nous luttions pour la souveraineté, ce n'est pas seulement la question de la dignité des droits de l'homme, c'est aussi la question de la survie de notre peuple qui ne sera pas en position de résister comme il a pu le faire sous l'amiral Robert, parce qu'il y avait quand même une économie endogène, il y avait un peuple au travail et qu'il y avait des relations sociales qui assuraient la cohésion de cette communauté. Donc, le cessez-le-feu à Gaza ne doit pas nous faire illusion parce que c'est une pause pour préparer la guerre d'Iran et parce que Netanyahou n'attend que le moment de continuer à bombarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de réaliser le grand Israël débarrassé de la population palestinienne. Il y a déjà des plans qui sont faits pour la reconstruction entre les mains de puissances étrangères. Ces maisons reconstruites n'iront pas en faveur pour loger pour les Palestiniens. Donc, il faut absolument comprendre que la guerre va redémarrer à Gaza, le génocide va continuer et que c'est une pause. Netanyahou n'a qu'un prétexte, même va créer un prétexte pour redémarrer le moment venu. Si la libération des otages est aboutie, donc, tout ce qu'il reste là, à ce moment-là, on aura la réponse. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire concernant le cessez-le-feu à Gaza. Et pour la partie des constructions, je vais parler des dangers de la révolution numérique. Ce qui m'amène à proposer ce thème, c'est ce que nous avons entendu cette semaine. Aujourd'hui, précisément, TikTok interdit aux États-Unis. TikTok interdit aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont dit, ah, les Chinois arrivent à faire de la propagande à travers TikTok et ils peuvent nous espionner. Donc, nous ordonnons aux Chinois de vendre TikTok pour une entreprise américaine. Les Chinois, comprenez bien, arrêtez, ça ne va pas se faire. Bon, donc, on affirme. Il est vrai que Trump a commencé à changer de parole en disant TikTok m'a aidé à être élu parce qu'il a fait des jeunes m'écouter. J'étais sur TikTok et ça m'a permis de progresser de 50% chez les jeunes. Donc, je les aime bien. Alors, peut-être qu'il va faire un deal avec les États-Unis et avec la Chine pour pouvoir laisser TikTok. Mais même s'il n'arrive pas à un deal, vous savez, où tous les gens qui étaient sur TikTok ont émigré, c'est dans une nouvelle application chinoise. Ce qui veut dire que le problème d'infiltration n'est pas réglé. Il ne sera jamais réglé parce que toutes les puissances qui disposent de technologies de réseaux sociaux de communication font exactement la même chose. Ils influencent dans les pays ennemis ou adversaires et chez eux, l'influence c'est important. Et dans cette affaire de TikTok-là, c'est une affaire financière. Parce que comme ça rapporte de l'argent, je vois qu'il y a 150 millions d'États-Unis qui suivent TikTok, ils veulent tout simplement prendre le marché. C'est cette question-là qui m'a amené à parler plus généralement de la révolution numérique. Quand la révolution industrielle a commencé en Europe, l'apparition des machines, production grande, moissonneuse, batteuse, etc. Ça a été avalisé par toute l'opinion, le progrès, on pourra faire beaucoup de choses. Il y avait des minorités à l'époque qui disaient non, danger, ça va tuer les
rapports sociaux, quand ils ont commencé à faire, grâce à la révolution industrielle, le regroupement des terres pour avoir des grands espaces où pouvaient passer les engins, les moissonneuses, etc., il y a des gens dans le monde agricole qui disaient, vous détruisez la nature. Ce qui faisait qu'on pouvait la protéger, c'était les haies, des petites surfaces qui étaient partagées par des haies boisées, etc. Il y a des gens qui sont allés écraser des machines pour dire que vous détruisez l'emploi, parce qu'à ce moment-là, la machine n'avait aucun rapport avec l'amélioration de la vie des ouvriers, des salariés. Les cadences devenaient infernales, les gens devenaient infirmes, malades, fous à cause des machines. Donc, quand ils allaient casser les machines, les bien-pensants disaient le progrès, les rétrogrades, ils veulent nous ramener à la préhistoire. Hein? La machine, une chose qui fait tant de bien. Donc, on idéalise la révolution industrielle. Et puis, tous ceux qui dénonçaient les dangers, que ce soit dans l'agriculture, sur l'environnement, sur les relations humaines, etc., c'était conçu comme des ababas, des chrétiens, des rétrogrades, des gens à éliminer, des ennemis du progrès. Aujourd'hui, le message qu'il donnait, la communauté internationale, dans sa quasi-totalité, à part des multinationales et des dit, voilà le résultat de la révolution industrielle. Il fait de CO, gaz à effet de CO, échauffement climatique, etc. CO qui deviennent stériles, faute des eaux, etc. C'est-à-dire que tout ce que ces précurseurs-là disaient pour attirer l'attention, non pas contre la machine ou le progrès, mais contre le système tel qu'il était organisé. C'est pour ça que le mouvement socialiste et communiste se développait parallèlement. Pour que tout cela soit valable, il faut que le système change et que l'économie soit mise au service du plus grand nombre. Ils n'ont pas écouté, voyons le résultat. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Ordinateur, bon, tiens. Si vous dites qu'il y a un problème dans ça, vous êtes un rétrograde. De toute façon, même si vous dites qu'il y a un problème, vous êtes marginalisé parce que l'État et les entreprises privées imposent dans la vie. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir un rendez-vous chez un spécialiste en médecine, vous devez passer par Internet, clic, clic, toc, etc. Et vous êtes envoyé au calendrier. S'il s'agissait de développer, de détecter un cancer qui aurait pu être arrêté dans le mois suivant, ben, vous avez un rendez-vous pour dans 6 mois. Et puis en plus. Donc, aujourd'hui, vous avez un problème avec EDF. Vous ne pouvez pas aller à EDF. C'est fermé, c'est bloqué, il n'y a personne. Et puis il y a un vigile qui vous dit, c'est uniquement par téléphone ou par Internet. Alors, vous remontez chez vous. Si vous n'avez pas Internet, vous êtes bloqué. Et si vous avez Internet, vous tapez, vous tombez sur des choses aberrantes, votre problème n'est pas réglé, et puis on coupe la lumière sur vous. Parce qu'il n'y a pas de relation humaine, parce que c'est des robots qui gèrent tout ça. Et dans tous les domaines de la vie, j'ai pris santé, j'ai pris électricité, paiement d'eau. En plus que nous, colonies, on est obligé d'envoyer, de contacter la France. Vous imaginez que vous, écoutez, vous sortez de veiller, je pense à quelqu'un en disant ça, qui m'a parlé bien, du matin à 11h du soir, vous avez une crevaison. Il n'y a plus de nœud de secours de votre voiture. Il n'y a même plus de
plaquettes pour vous permettre d'arriver chez vous. Il faut téléphoner. En France, pour qu'en France, on vous dise, on va vous envoyer tel remorqueur. Donc, il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus de structure délocalisée où on puisse régler les problèmes urgents. Tout est Internet. Je ne vais pas multiplier les exemples, vous les connaissez autant que moi, mais c'est ingérable, puisqu'il y a des bugs, parce qu'il y a des pannes des agences de téléphonie. Parce que si vous avez dépassé le forfait de 2 heures, vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez pas payer nos charges, mais vous êtes bloqué. C'est un monde fou, ça. On croit que, alors, il parle d'intelligence artificielle, c'est un danger. Je ne veux pas trop m'éloigner sur cette affaire-là. Donc, voilà la réalité, les dangers inhérents à la révolution numérique. Mais ils ne sont pas les seuls. Parce qu'il y a nécessité d'aller chercher des métaux rares pour pouvoir faire fonctionner tout iPhone, tous les appareils modernes. Où sont les métaux rares? Combien ça coûte d'aller les chercher? Quel effet ça a sur les populations qui détiennent ces métaux rares? Par exemple, il y a des métaux rares en Bolivie. On va faire la subversion en Bolivie pour mettre un gouvernement qui pourra permettre aux États-Unis de voler les métaux rares, etc., etc. Donc, il y a le problème des métaux rares. Deuxième, et puis qui continue à ce qu'on appelle l'extractivisme, à piller les fondements même du sol, avec toutes les conséquences qui arrivent. Quand on a les métaux rares, on construit, il y a les déchets. Tout ce qui est informatique numérique produit des millions de masses de déchets nocifs pour l'environnement, pour la santé, etc. Il y a quelqu'un qui avait publié un article qui évaluait les déchets aux États-Unis liés à l'informatique, équivalait à 2 tours du World Center en hauteur, tonnage. L'exemple est assez amusant. Bon, donc, on a les déchets qui ne sont pas recyclés. Alors, vous savez ce qu'on fait? On va en Haïti, on va dans un pays africain avec des conteneurs et puis on déverse ça dans un endroit pour donner des maladies aux gens. Ça, c'est un effet direct du développement du numérique. Il y a les effets sur, d'abord, la dépendance technologique. Parce que comme c'est peu d'entreprises, de milliardaires ultralibéraux qui contrôlent tout, ils changent une petite pièce, ils changent une petite application pour que vous soyez obligé d'acheter sans cesse ces éléments indispensables à la communication et au développement des services publics, etc., etc. Comme vous n'avez pas d'argent, vous êtes largué. Mais le pays lui-même est en dépendance technologique. C'est pour cela que j'ai eu l'occasion de dire que le mot même de fracture numérique, c'est une manipulation idéologique. Ce n'est pas de fracture numérique qu'il faut parler à chercher la résolution. C'est du niveau de vie, des conditions de communication. Ce n'est pas la fracture numérique qui va régler les problèmes d'un village africain. C'est absolument pas. Au contraire, il va les aggraver. Quand on parle de fracture numérique. Quand une collectivité prend l'argent public pour faciliter le rayonnement de la 5G dans tout le territoire, ces sommes immenses, importantes, qui vont servir au privé, qui vont permettre aux multinationales de faire plus d'argent, n'auront aucun effet sur le développement endogène du pays. Ils vont l'aggraver. Donc, dépendance technologique. Il y a également les effets sur la santé humaine. Alors, quand on parle des nuisances liées à la révolution industrielle, il y avait beaucoup le bruit des machines, etc. Mais aujourd'hui, avec
la révolution numérique, c'est les ondes. C'est prouvé scientifiquement que ça a un effet sur les cerveaux. Aujourd'hui, il y a même des syndicats de paysans qui ont porté plainte contre des entreprises parce que leur troupeau de bovins était affecté par les ondes des câbles qui passaient au-dessus de leur tête. Ces bêtes-là, t'es qu'à fou. Ces bêtes-là, t'es qu'à maigrir. Ils n'ont pas qu'à manger. Et on a établi le lien. Les hommes, on est pareil. Hein? Ça veut dire que les ondes, quand on est toujours dans la Wi-Fi, vous n'avez pas remarqué que quand vous restez longtemps devant la Wi-Fi, vous avez envie de dormir? Eh bien, quand on est tout le temps dans la Wi-Fi, quand on a une ligne qui passe sous sa tête, bref, on est affecté dans sa santé. Et puis, il y a cet aspect-là, mais il y a l'addiction. Vos enfants, nos enfants, et aussi beaucoup d'adultes, qui passent 4 heures, 5 heures sur le portable, et cela a des effets directs sur leur santé. Perte de concentration, destruction de la psychomotricité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réagir, marcher normalement, vous conduisez votre voiture, vous ne voyez pas de la même façon, votre attention ne peut pas capter celui qui vient à droite, etc. Donc, il y a la psychomotricité, il y a l'attention qui sont affectées, et puis il y a votre culture qui est débiellée. Parce que tout est fait pour vous orienter sur un contenu destructeur des relations humaines. Faites l'expérience. Là, après l'émission, vous allez taper YouTube sur votre ordinateur et vous cliquez. Cela vous propose une 50aine de vidéos qui vous attirent. Des blagues sales, de sexe, des choses qui détruisent votre réalité, justement votre image de la réalité. Grâce à la IA ou à cause de la IA, vous voyez sur cette page, vous avez fait l'expérience. Un tas de monstres fabriqués par IA, des mensonges, des ceci. Il y a ça. Et puis, il y a les fameux influenceurs. Oui, et faites ceci, achetez cela. Vous ne savez pas que cette personne-là reçoit des millions de grandes firmes pour pouvoir dire oui, c'est ce produit-là que j'achète. Actuellement, n'importe quelle personne du prolétariat qui a les moyens, qui se lance comme influenceur ou influenceuse, s'enrichit et remplace la publicité traditionnelle des grandes firmes. Et c'est plus efficace. Donc, vous regardez. Et puis, le plus dangereux, quand vous irez voir, tout le monde qui a fait blog, tout le monde qui a dit tout bas. Ne jetez pas vos piles. Vous pouvez faire cela. Et puis, on vous montre une image, quelqu'un qui coupe une petite pile avec des gros ciseaux. Faites ceci avec du feu. C'est-à-dire qu'il peut créer des accidents très graves chez l'essentiel des gens qui sont accrochés à ce message-là. Alors, outre que ça détruit vos bases de réflexion, votre culture et tout, ça met la société en danger et ça vous conditionne pour vous accrocher à des choses qui sont superficielles, banales. Alors, tout ce temps-là que vous passez, que nous passons, les enfants ne vont pas étudier, ils ne vont pas lire, les adultes ne vont pas aller chercher des articles sur le génocide à Gaza, sur les détournements de fonds de Rotaillex. Non, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnement. Et puis, il y a des choses en série. C'est comme dit des feuilletons. Alors là, vous voulez voir qu'est-ce qu'un tel a répondu. Et on arrive à cette histoire de groupe WhatsApp. Les groupes WhatsApp ont fait plus de tort à la cohésion du peuple martiniquais que la propagande officielle des colonialistes pendant ces dernières années. Un groupe de militants politiques se constitue pour lutter pour leurs idées. Après une semaine, ça a pété. Parce que Jacques a dit, José a volé de l'argent dans la caisse. Julien a fait ceci.
Et il y a une réponse, ou c'est un sacré couillon, etc. L'autre a fait une vidéo, ou c'est un sacré menteur. Et puis le groupe s'éclate. Alors ceux qui sont fidèles à leur mentor restent dedans. Et les autres partent et vont créer d'autres groupes. On crée des groupes, des groupes, des groupes. Il y a des groupes qui sont sains, comme un groupe de famille, où les gens de la famille échangent des informations. Beaucoup sont intéressants, mais il y en a qui éclatent aussi parce que derrière, on écrit. Si je suis en face de quelqu'un, je dis, pas pour faire ça. La personne répond, on s'explique. Mais si je suis derrière un clavier et j'écris, ou pas pour faire ça, etc., mon nom circule dans tout le groupe, la personne va monter en pression, etc., et le groupe famille même en subit les conséquences. Donc, les groupes WhatsApp, un groupe WhatsApp ne peut pas être utile si ce n'est pas strictement entre des gens qui sont sur la même base pour échanger des informations dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité. On est libre, on dit, on écrit ce qu'on veut, on injurie, on ment, on calomnie, on reçoit une chose. Attention, la plupart des gens vont recevoir une information, un message, WhatsApp, Facebook, etc. Il y a un bonhomme qui a fait une très belle chose dans le quartier, il a fait ceci, cela. Ça n'intéresse pas, ça ne présente pas d'intérêt, on passe. Et puis on passe au message suivant. L'entente d'un tel a fait ceci, de tel vagabondage. Ah, quel plaisir de faire ça circuler. Et puis on détruit la société, mais on se détruit parce que tous ceux qui relaient ce type de message-là s'enfoncent dans un genre de maladie mentale, de dénigrement, approfondissent ce que nous appelons le syndrome de Nash et détruisent la société martiniquaise. Le plus grand dégât les plus grands dégâts que peuvent causer les outils de la révolution numérique, c'est là qu'il se situe, de la déstructuration. Et le dernier point sur lequel je veux insister, c'est qu'on oublie que tous ces réseaux-là appartiennent à des milliardaires qui veulent détruire le peuple, le rendre en esclavage, la servir, en faire des moutons qui consomment, qui se détestent entre eux pour empêcher qu'il y ait une résistance. Les premières choses que font les dictatures, on pense à c'est de bloquer les réseaux sociaux. Il y a des émeutes, on bloque. On interdit la circulation. Donc, on n'est pas libre. On empêche qu'un message différent de l'intention des milliardaires puisse se circuler. On suspend des comptes Facebook, on ne publie pas, on trafique. Alors, petite parenthèse, les gens qui disent j'ai 1000 followers, il y a 50 000 personnes qui ont vu ma vidéo. C'est pas vrai, frère ou sœur. C'est pas vrai. Il y a des programmes qui permettent de booster artificiellement le nombre de vues ou de bloquer des nombres de vues. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos où il y avait 360 vues et puis 2 jours après on clique, 5 vues, 20 vues. Ils sont maîtres du système, ils manipulent, ils vous font croire que vous êtes une personne parce que vous avez tout le... Ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Vous n'êtes pas suivi, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez que des followers qui suivent parce qu'ils ont intérêt, parce qu'ils aiment le coquin. Et dès qu'ils ont mieux ailleurs, ils vous laissent. Mais vous n'êtes rien. Rien d'autre qu'un tapeur sur clavier qui n'a pas de relation sociale saine, qui n'est pas apprécié pour ce qu'il fait valablement. Alors, sur cela, éduquons-nous, premièrement, à réduire le temps que nous passons sur cela. Deuxièmement, à mettre une grille dans notre esprit. Si ça enlève TikTok, ni 100% je ne suis pas bon. Non, disons 90% je ne suis pas bon. Non, pas qu'à quoi ça. Je ne relève pas ce que je n'ai pas vérifié. Il faut
lutter contre la destruction sociale parce que c'est ce que veulent les possesseurs de ces grands moyens-là et nous tombons à leur service quand nous entrons dans cela. Utilisons sereinement les réseaux sociaux pour faire circuler les choses positives qui se font, pour aller chercher, parce qu'il en existe, des documents intéressants qui peuvent nous aider, notamment sur les moteurs de recherche, parce que c'est une victoire aussi, hein, qu'on puisse taper un mot et puis on a plusieurs définitions. Il ne faut pas s'arrêter à la première et on peut avoir accès à un certain nombre d'informations, en sachant que souvent dans les moteurs de recherche, on met tout ce qui est farfelu, superficiel en tête et il vous faut continuer page 2, page 3, page 4 pour trouver des choses intéressantes. Donc, j'ai parlé, et ce sera la conclusion, du contrôle par les grands milliardaires et je vais finir sur cette actualité que nous avons. J'ai dit tout à l'heure que TikTok arrête de fonctionner aujourd'hui, peut-être que ça va reprendre et que notre va prendre la place. Mais les grands, les gros, Elon Musk, qui s'est allié à Trump, il a déjà dit, j'enlève cette histoire de contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait un minimum de règles qui faisaient que s'il y avait des informations, calomnies évidentes, le réseau social pouvait bloquer. Alors, ça ne marchait pas toujours parce que les milliardaires utilisaient pour bloquer ce qui les gênait et puis tout ce qui n'était pas bon, Facebook, bon, de temps en temps, il faisait petit semblant. Maintenant, Elon Musk a dit, j'enlève ça. Vous pouvez dire, écrire ce que vous voulez, mentir, salir, répondre des Facebook, vous pourrez, dès que vous me payez mon application. Il y a un autre qui n'était plus réservé, Mark Zuckerberg, qui contrôle le groupe Meta, Meta Platform avec Facebook, Instagram. Eh bien, au départ, il censurait. Il avait même censuré des produits, des déclarations de Trump. À ce moment-là, Trump a dit, quand j'arrive au pouvoir, je vais régler votre compte. Et puis comme le bonhomme va prêter serment lundi, eh bien, une semaine avant, le fameux Zuckerberg dit, eh bien, moi aussi, j'enlève les contrôles et je suis prêt à travailler avec eux. Puis, le milliardaire, il était invité avec, il est allé lui rendre visite de sa maison là. Ils sont invités à l'Élysée. Et il sera invité à la présentation de l'intronisation de Trump. Alors, on ne peut pas faire confiance aux milliardaires qui cherchent de l'argent pour trouver la solution sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux. Et ce que je disais au début, la révolution numérique est encore plus dangereuse, beaucoup plus dangereuse que la révolution industrielle en matière de conséquences négatives. Parce qu'il y avait des pays industrialisés et d'autres pas, il y avait des régions industrialisées et d'autres pas. Mais là, la révolution numérique fait que dans les fins fonds de Patagonie, avant que les gens aient accès au logement, à la nourriture, à l'éducation, à la santé, ils ont accès au numérique contrôlé par les milliardaires. Le choix est simple pour nous. Hein? Est-ce que nous voulons être des humains responsables, conscients, émancipés intellectuellement? Ou est-ce que nous voulons être manipulés, exploités, complices de la destruction des relations humaines, que nous en soyons conscients ou pas? C'est ce choix-là que nous avons à faire. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Donc, nous allons quand même écouter, oui, voilà, nous allons écouter notre jingle, camarade.